Bonjour. 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 Bien. Donc, pour ceux qui étaient là hier, on remercie tous ceux qui ont investi dans Crêpe Up, la start-up de la crêpe. On vous avait dit hier qu'on allait challenger le monde des start-up. Bah, c'est fait. Hein, une soirée au Vieilles Charrues, c'est réglé. On vient de monter Crêpe Up, la start-up qui challenge les start-up. Donc, comme on a compris qu'en fait, on était les vrais spécialistes des start-up dans cette salle, hein, même si voilà, hein, on s'est dit que c'était quand même très intéressant qu'on donne notre avis. On a monté un petit think tank sur Internet. Du coup, on est connecté avec tous les internautes qui regardent le streaming, c'est-à-dire mon père et ton frère. Ouais. Et donc on se propose de se mettre dans un coin, mais on va pas vous déranger, hein, on va vraiment pas vous déranger. On va se mettre dans le coin et puis on vous fera le retour des internautes s'il y a besoin. On va se mettre là-bas. Bon, hein, ça vous dérange pas? De toute façon, il n'y a pas le choix. Faites comme si on n'était pas là. Hein. On va essayer. Alors François, moi j'ai été étonné quand on a préparé l'entretien, c'est que avant Google, tu as eu une vie assez incroyable et j'aurais voulu que tu t'en parles 2 secondes parce que ça me paraît important pour tout le monde. Très rapidement, oui, j'ai plutôt un profil entrepreneurial, donc j'ai créé 2 boîtes, une première dans les telcos où je déployais des réseaux mobiles dans les pays émergents, donc ça m'a amené à travailler dans une dizaine de pays entre l'Amérique centrale, donc Belize, Salvador, Costa Rica et puis un petit peu en Asie. J'ai monté une autre boîte qui vendait une plateforme SaaS qui permettait de suivre des comportements d'entreprise qu'on récompensait par le financement de projets solidaires. Et puis j'ai eu la chance en 2007 de travailler sur le business plan de covoiturage. C'était il y a 10 ans maintenant. Un projet où personne n'y croyait vraiment. On a travaillé avec Frédéric Mezzella sur le business plan. On a gagné un concours du business plan. Même une fois qu'on a gagné ce concours, je n'y croyais toujours pas. Je pense qu'il y avait que Fred qui y croyait à l'époque. Et du coup, j'ai eu la chance de suivre un peu l'histoire de Blablacar et puis de voir aussi tout l'écosystème startup évoluer durant ces 10 dernières années. Et alors du coup, en arrivant chez Google, ton rôle, qu'est-ce que tu as pu faire? Alors mon rôle, c'est j'ai rejoint Google il y a 3 ans pour lancer un programme d'accompagnement qu'on a appelé Scale Up, qui vise dans un premier temps à identifier des startups à gros potentiel d'export. Donc j'avais sélectionné des startups. Alors j'ai choisi Blablacar, j'ai pas eu le choix parce que sinon j'aurais eu des problèmes. Mais on a choisi des startups comme Blablacar, Drivey, Capitaine Train qui a été racheté par la suite, une très belle startup qui s'appelait à l'époque Mon Échelle, qui a changé de nom pour s'appeler Mano Mano. C'était une équipe de 6 personnes. Ils sont 150 aujourd'hui. Et on a ouvert 5 pays avec eux en moins de 2 ans. Donc c'était un vrai succès. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est à la fois définir et coordonner toutes nos actions à destination des startups en France. Et Scale Up, c'est quoi concrètement Scale Up, c'est un programme en 3 phases où, dans un premier temps, on va aider les startups à identifier les opportunités marché. Donc, on donne accès aux startups à tout ce trésor d'informations qu'on a chez Google qui permet de comprendre où sont les opportunités. Donc si je prends l'exemple de Mano Mano, on a regardé tout le marché du bricolage et de façon extrêmement fine, on a pu voir où étaient les opportunités. Donc on a vu qu'en Espagne, il y avait un volume de requêtes sur les objets de bricolage qui étaient importants, mais des coûts d'acquisition faibles, puis une croissance forte. Donc on a pu orienter en fait leur croissance internationale sur ces marchés-là de manière à les aider à grandir de façon pérenne. Ça veut dire que la data de Google, tu la donnes aux startups ou ça veut dire que... Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la data, il y a beaucoup de data, donc on la traite, on la travaille de manière à en sortir un peu la substantifique moelle et pour que les startups comprennent où sont les opportunités et adressent ces marchés de façon prioritaire. Il y a beaucoup de startups dans la salle. Du coup, c'est quoi les critères pour avoir droit de... Alors, le critère à l'époque, c'était une vraie ambition internationale. Donc, il fallait déjà avoir une belle équipe. C'était vraiment l'argument premier, enfin le critère premier, pardon. Il fallait avoir un produit, il fallait avoir une traction sur le marché domestique et puis une vraie ambition internationale. Et souvent, ça passait par une levée de fonds aussi. D'accord. Et Google accompagne la levée de fonds ou alors c'est uniquement de l'analyse, de l'étude C'est uniquement, on accompagne dans le sens où on met en relation avec des fonds français, mais c'est surtout de l'analyse. C'est une équipe dédiée qui aide à temps plein les startups à grandir à l'international. D'accord. Parce que nous, on reçoit beaucoup de startups bretonnes ou ailleurs d'ailleurs. À chaque fois, il y en a une sur 2 qui nous dit moi, mon objectif, c'est d'être racheté par Google, par Facebook, par Amazon, etc. Et c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que Google achète des startups en France? Est-ce que Google investit ou aide à investir Alors, Google a racheté des sociétés en France. Il y a d'ailleurs une société basée à Rennes qui a été rachetée, Flexicore, qui était gérée par Gilbert Kabilic, un homonyme. C'est pas mon cousin. C'est pas ton cousin. Okay. Donc on a des équipes à Rennes et puis récemment on a racheté une société dans le machine learning qui s'appelle Moodstock dans la reconnaissance d'image. Donc oui, ça arrive.
Pour Google, Google c'est américain. Toi qui as connu un peu les différents écosystèmes, là, quand Google est en France, qu'est-ce que Google trouve de différent en France et c'est quoi le constat sur l'écosystème startup en France? Ce qu'on a vu, c'est que l'écosystème a grandi de façon quasiment exponentielle ces 3 dernières années. C'est-à-dire que si on regarde justement ce dont parlait Renan tout à l'heure, en termes d'investissement, la France était loin derrière par rapport aux autres pays européens. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2016, la France est devenue le 2e pays européen en termes de valeur d'investissement. Donc on parlait de plus de 2 milliards d'investissements, mais en volume de startups financées, on est le 1er pays européen. Donc ça, c'est un vrai succès. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les startups françaises ont une vraie difficulté à grandir à l'international. D'où la logique de ce programme Scale Up, c'est qu'on est en capacité en France de créer beaucoup de startups, mais on a encore cette difficulté à les faire grandir à l'international, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre ou même les Nordiques, où on a des succès comme Spotify et autres. Par rapport à l'US, quelle est l'autonomie réelle en France? Moi, le sentiment que j'avais au départ, c'est que Google grandissait commercialement en France, mais ne créait finalement pas de valeur ajoutée directe en France. Scale Up, ça montre un peu le contraire. C'est quoi aujourd'hui le rôle de Google France par rapport à Google US? En fait, l'autonomie qu'on a, elle est liée à nos sujets. C'est-à-dire que sur un sujet startup qui est très propre au pays, chaque pays a l'autonomie de créer ses propres programmes, comme on l'a fait avec Scale Up et comme on est en train de le faire sur d'autres sujets. Donc, il y a une vraie logique de sujet par pays. Et puis après, quand ça touche des sujets qui sont un peu plus stratégiques liés au groupe, à ce moment-là, c'est piloté effectivement des équipes de Mountain View. Donc si tu repères une start-up en France ou dans la salle, là, tu l'envoies où, aux US, en Irlande? Tout dépend de ses besoins en fait. Si ses besoins sont d'abord de développer un produit, de trouver son marché ou de grandir à l'international, de toute façon tout sera géré d'ici. Et si c'est une logique d'investissement ou d'acquisition, à ce moment-là, moi je suis l'entremetteur, on va dire, entre les équipes basées en Californie et puis la start-up. Et sur la partie internationale, justement, c'est quoi concrètement le plan d'action? Demain, tu as une start-up qui arrive, qui est là, qui se présente, qui veut partir aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs. C'est quoi concrètement les actions que tu vas faire en priorité? La priorité, c'est de regarder justement cette ambition et puis de voir au travers, encore une fois, de toute cette data qu'on a, de voir où sont les opportunités et puis de voir, une fois qu'on a trouvé les opportunités, quels sont les parcours utilisateurs. Parce qu'on a aussi cette capacité d'analyser les parcours utilisateurs, de voir les cycles de vente, de voir le niveau de concurrence, et donc juste d'orienter la start-up vers les bons marchés. D'accord. Moi, j'avais aussi noté que on voit plein d'écosystèmes arriver en région, voilà, plein d'accélérateurs, etc. Tu vas monter des partenariats avec certains accélérateurs. C'est quoi le rôle que tu vois à ces accélérateurs-là et le rôle que Google peut jouer par rapport à ça? Je vous trouve bien silencieux, c'est un peu inquiétant, mais... C'est vrai. Ouais, c'est le matin. Ouais, c'est ça, d'accord. Okay, nous, on est un peu comme les gens dans la salle, hein, on se réveille tranquille. On a mis Google au début, ça passe partout. Pour revenir sur les écosystèmes, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écosystèmes qui grandissent très rapidement en région. Il y avait un phénomène de concentration à Paris qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'on voit que il y a plusieurs ingrédients en fait qui font le succès des écosystèmes. Ce qu'on voit, c'est déjà un tissu d'écoles et d'universités qui apportent des talents à l'écosystème local. L'élément clé, c'est souvent des entrepreneurs à succès, des gens qui ont ouvert la voie, qui ont montré qu'il était possible de façon locale de créer quelque chose, d'aller assez loin. Et ces mêmes entrepreneurs ont souvent une logique de give back, c'est-à-dire qu'ils veulent redonner ce qu'ils ont reçu à la communauté, donc créer des incubateurs comme le West Web Valley. Et ça, on croit beaucoup au phénomène d'accompagnement d'entrepreneurs par des entrepreneurs, parce qu'on sait que ça marche très bien. J'avais une question un peu particulière. Google, moi j'ai connu il y a super longtemps. J'ai des copains qui ont bossé chez Google en Irlande, avec une culture très start-up dans l'entreprise. Ça a beaucoup grossi, Google. C'est devenu une vraie entreprise multinationale. On garde comment cette culture innovation dans l'entreprise? C'est un enjeu. On a effectivement toujours à cœur d'avoir cette logique d'innovation. Donc on a différents procédés. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les sujets sur lesquels on peut être pertinent. Donc on regarde des problématiques majeures pour lesquelles la technologie pourrait apporter une solution. Et puis ensuite, on construit de façon très itérative un produit. C'est-à-dire qu'on pense grand, mais on commence petit. Et puis on commence souvent par une intuition qu'on nourrit encore une fois par la data. On est vraiment une société drivée par la data. Donc on a une intuition, puis on la valide par de la data, puis après on construit petit à petit nos produits. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la culture est clé dans l'innovation. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappé chez Google, c'est cette culture du risque.
qu'on trouve pas dans d'autres structures. La notion d'échec est plutôt valorisée chez Google. C'est-à-dire que si vous ne vous plantez pas, c'est que vous n'innovez plus. Et à tel point que les équipes de Google X, qui s'appellent X maintenant, qui gèrent tous les produits, tous les projets innovants, ont dans leur mesure de performance le nombre de fois où ils se sont plantés. C'est une obligation de se planter, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas essayé, on s'est pas mis en risque, on n'a pas innové. Alors, planter, il faut se planter, mais on a aussi cette règle du fail fast. L'échec doit être rapide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer quelque chose et puis un an après se dire non, finalement ça marche pas. Il faut très rapidement se rendre compte que l'échec est là et passer à autre chose, ou alors apprendre de l'échec et puis transposer ce qu'on a appris sur d'autres technos. Et alors c'est quoi le pourcentage d'échecs sur les projets lancés en interne? Aucune idée, mais ça doit être, j'imagine c'est autour de 90%. Mais l'échec est relatif dans le sens où on a eu des échecs de produits, mais on transfère les technos. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Wave. C'était un produit qu'on a lancé qui était une sorte de messagerie instantanée. Ça n'a pas marché, ça a planté. Mais par contre, la technologie qui a été développée autour de ce produit et ce service sert maintenant dans nos outils Gmail et dans Hangout. Donc voilà, c'est l'échec, mais pas total. Quand on a échangé aussi, on parlait des levées de fonds. On voit dans la presse en permanence des levées de fonds de plus en plus grosses en France. On a l'impression que ça devient quasiment un sport national de savoir qui va lever le plus d'argent. On fait des levées maintenant à plus de 100 millions d'euros pour quelques startups. C'est quoi ton regard par rapport à ça? C'est une bulle qui se crée là, ou c'est un vrai phénomène de puissance qui monte en France? Dans le sens de bulle, tu veux dire, est-ce que ça va exploser? Ça va exploser, par exemple, aussi. Oui. Effectivement, on voit que les valorisations commencent à grandir, mais je pense que c'est lié à différents facteurs. Il y a l'afflux aussi de cash sur le marché, parce que le rendement d'autres produits sont peut-être moins rentables. Il y a beaucoup plus de fonds VC aussi. De là à dire que ça va exploser, c'est compliqué, parce que finalement, le coup près, c'est l'IPO, et on a vu qu'il y a eu des IPO récentes, notamment celle de Snapchat, qui sont plutôt bien passées. Donc effectivement, il y a peut-être une survalorisation. Est-ce qu'il va y avoir une explosion? Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y aura peut-être une sorte de dégonflement de la bulle. Ouais. Dernière question, après on pourra échanger avec le public. Là, on a parlé beaucoup de start-up. Il y a aussi des ETI dans la salle qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer ou de parler avec des acteurs comme Google. T'as une approche particulière pour les ETI? Oui, en fait, le constat, c'est qu'en France, d'ailleurs, c'est un paradoxe français. On s'aperçoit que les Français sont très matures dans les usages numériques, dans les usages digitaux. On a été les premiers justement à utiliser les plateformes collaboratives, à utiliser des solutions de streaming musicaux. Donc les Français sont très matures sur les sujets digitaux, mais on voit que les entreprises, par contre, elles sont très en retard sur ces sujets-là. Et une étude McKinsey montre que si la France arrivait à se mettre au même niveau, rattraper son retard par rapport à l'Angleterre, c'est près de 100 milliards de PIB qu'on pourrait récupérer grâce à en rattrapant ce retard. Donc chez Google, on a pris conscience de ce phénomène, et on a déjà formé 150 000 personnes au digital. Et cette année, on a un projet très ambitieux, puisqu'on va couvrir une centaine de villes. Donc on va aller dans les villes de façon physique pour former des gens au digital, donc des étudiants, des TPE, des PME, et puis des ETI, avec l'ambition de former encore 70 000 personnes cette année. Et on va venir à Brest fin d'année, et Rennes est aussi sur la roadmap. Voilà. Il y a aussi de la formation online que vous pouvez trouver sur Digital Active. Si on finit juste par un côté personnel, toi qui as créé plusieurs boîtes, je crois que tu as aussi eu des échecs de levée de fonds, tu as eu la culture de l'échec aussi. Si tu avais quelques conseils à donner à des startups qui sont dans la salle, tu dirais quoi avec le recul maintenant? C'est quoi les quelques clés là pour savoir réussir ou savoir s'arrêter? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est ce qui est plus dur, c'est encore savoir s'arrêter. On peut vite rentrer dans une zone grise où on ne sait plus s'il faut continuer, arrêter. Moi, ce qui m'a arrêté, c'est la santé. J'ai eu des problèmes de santé, d'épuisement, donc j'ai pas eu tellement le choix. Je pense qu'il faut savoir s'entourer. C'est-à-dire que seul, on va pas y arriver. Ce que je vois de ma petite lucarne, c'est que les entrepreneurs qui réussissent, ce sont ceux qui sont des sortes d'aimants à talent, qui arrivent à s'entourer à la fois des bons financeurs, des bonnes équipes, qui vont dans les bons incubateurs, et qui du coup créent une sorte de dynamique extrêmement saine, où ils deviennent portés par une communauté qui s'organise autour d'eux et qui les emmène assez loin. Alors, on va juste regarder Klaxoon, il y a des questions qui sont ressorties, c'est un peu derrière moi. Alors, on a une question sur Quant.
moteur de recherche français avec une belle croissance. Comment tu vois ça ? Très bien. Enfin, je pense que c'est très bien d'avoir des concurrents et puis que tout le monde avance. Enfin, que pour l'utilisateur, il y ait différents produits, différentes options et que chacun fasse le choix entre ce qui lui convient le mieux. Je pense que c'est une question pour toi. Ça. Comment Google rachètera CrepUp ? CrepUp, ça te branche de la racheter ? Alors CrepUp, c'est une start-up, c'est basé sur la crêpe. Hein. C'est parce que en fait, ce qu'on a découvert. Donc nous, on bossait à Bénodet sur la plage, et en fait, les gens, ils ont envie d'une crêpe, mais en fait, ils sont à l'autre bout de la plage, et du coup, le temps qu'ils arrivent jusqu'à la crêperie, bah, ils ont croisé un glacier, par exemple, ils ont pris une glace, ils ont plus envie de crêpe. Oui. Alors ce qu'on s'est dit, c'est nous, on va disrupter le marché de la crêpe, et puis du coup, parce qu'en plus, les Bretons, ils font tous des crêpes, et quand on fait des crêpes, il en reste. Il y a toujours de la pâte. Donc c'est mettre en relation ces gens-là qui ont de la crêpe chez eux au frigo, qui ont de la pâte, et les gens qui ont envie de crêpes. Ouais. Et du coup, après, les gens, ils se proposent sur la plateforme. Et puis, à partir de là, le gars commande, ça complète, ou il peut demander. Sans gluten. Sans gluten aussi, hein, parce que c'est au blé noir. Et puis, la personne, elle fait la crêpe chez elle, et puis elle va livrer en vélo dans un rayon de 25 km. Et ça, on voudrait le lancer à l'international. Ouais, en bits. Ça. C'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est effectivement très disruptif. J'ai pas vu de start-up dans ce secteur-là. Niveau scalabilité, ça a l'air pas mal aussi. Pardon ? C'est innovant et disruptif. C'est innovant, disruptif. Je pense qu'il y a effectivement un marché énorme. Ouais. Je vous engage à continuer, mais à vous entourer des bonnes personnes qui pourront vous aider justement à définir un peu plus à la fois le business plan et la vision. Mais la vision est jolie en tout cas. Ouais, bon, c'est l'essentiel. Et l'équipe aussi. Oui, donc voilà, il y a déjà les fondamentaux, donc on est bien. On compte lancer comme le Queen Amand l'année prochaine. Ouais, du cross-sell, bien sûr. Que ça marche bien aux États-Unis, donc enfin aux US. Du coup. À voir. Je pense qu'on peut regarder justement les requêtes autour du Queen Amand et voir s'il y a un vrai volume aux US et ce qu'on fait avec nos scale-up. Et par contre, on avait une remarque, c'est que vous vous nourrissez de data, mais vous feriez mieux de vous nourrir de crêpes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Quelqu'un qui voudrait intervenir ? Non ? Personne n'a le courage ? Ouais. Olivier Huby de Stockholm et Paris, je dirige une plateforme de services financiers. On ne voit pas beaucoup Google dans les services financiers, au niveau de distribution de produits d'épargne, de distribution de produits d'assurance. Et vous souhaiteriez nous voir plus ? C'est une question, non, c'est... Non, effectivement, je pense que on va là maintenant se concentrer un peu sur la crêpe parce qu'on voit qu'il y a une vraie opportunité. Mais je peux pas dire pourquoi on n'est pas présent. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a plutôt aujourd'hui une logique de plateforme. On a 7 applications aujourd'hui qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs, bientôt 8. Et du coup, d'ailleurs, il y a un test assez marrant chez Google, c'est le test de la brosse à dents. On appelle ça le test de la brosse à dents. C'est de voir quand on lance un produit, est-ce que ce produit sera utilisé par plusieurs centaines de millions de personnes au moins 2 fois par jour. Et donc, ça explique aussi les Maps, toutes les solutions qu'on a, YouTube. Dans la banque, aujourd'hui, on n'a pas, je pense, de volonté de développer quelque chose. Il y a eu un moment Google Wallet, comme il y a eu Apple Pay, comme il y a eu d'autres choses, mais je pense que c'est pas... Voilà. Google Toilette, c'est ça ? Toilette, oui. Ouais, je rebondis juste sur ce que tu dis. Il y a une dernière question qui revient souvent dans les startups qu'on reçoit, c'est en fait Google peut faire ce que je fais en quelques jours, en quelques semaines. Et est-ce que ça vaut le coup que je me lance alors que Google demain pourrait faire exactement la même chose avec assez peu d'efforts ? Qu'est-ce que tu répondrais à une startup comme ça ? Est-ce que vaut mieux qu'elle se lance ou qu'elle se dise je laisse passer le train ? C'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent. Je vais vous donner un exemple. ManoMano, la start-up d'objets de bricolage, start-up vraiment incroyable, et qui a eu l'idée assez folle de développer son propre outil de bidding, qui est quand même notre métier. Donc c'est un outil d'enchère. Et donc quand l'équipe m'a présenté ça, je leur ai dit c'est un peu bizarre. C'est comme si moi je disais je fais mes chemises, quoi. Et en fait, on a testé leur outil par rapport au nôtre, et leur outil a été meilleur que le nôtre parce que eux utilisent des signaux auxquels nous on n'a pas accès. Donc il y a toujours une opportunité pour les startups de développer quelque chose dans l'ombre d'un Google. Après, Google, encore une fois, teste des choses à des échecs, donc il faut pas avoir peur de ça. Merci François. Merci à toi.
Bravo le groupe.